C'est Ça change pas grand-chose. Si, un petit peu. C'est pour moi ce qui doit être le principal pour vous. C'est-à-dire penser en premier à l'utilisateur, bien réfléchir à qu'est-ce qu'il attend, et seulement après vous commencez à coder. Et vous irez une fois sur Internet, sur un site que j'adore qui s'appelle les 10 chiffres impressionnants de l'UX. Dessus, vous irez voir comment il y a par exemple juste le choix d'une couleur pour Microsoft. Le bleu de Microsoft qui a été choisi à un moment leur a permis de gagner des millions, juste par un choix de couleur. Le redesign d'un bouton chez Amazon, pareil, leur a fait gagner des millions. Et vous verrez pour la partie qui vous intéresse, vous en tant que développeur, si vous réfléchissez bien l'UX, vous pouvez gagner 30% de temps de développement. Parce qu'en gros, si on ne réfléchit pas à tout ce qui est user experience, eh ben, il y a un tiers de ce qu'on programme qui ne sert à rien. Parce qu'on aurait mieux fait de réfléchir un petit peu mieux avant à ce que voulait l'utilisateur et comment faire quelque chose qui est le plus simple possible. Et plus c'est simple, ben, moins il y a de programmation derrière. Donc je ne peux que vous recommander de lire de la littérature là-dessus, sur tout ce qui est user experience. Je laisse le spécialiste. Merci pour l'intro. Donc bonjour à tous, je suis Aurélien Béguet. Donc j'ai cofondé avec Antoine ici présent l'agence Atrium il y a 4 ans maintenant. Et donc du coup on est spécialisé en design de service et en UX design. Donc du coup on vient un petit peu partager des cas pratiques sur comment mettre en œuvre dans vos projets l'UX design. Et donc du coup je vais vous parler de ça pendant une petite heure. Mais avant de commencer, est-ce que quelqu'un peut me dire, sur cette photo, est-ce que vous voyez deux grandes différences majeures? Est-ce que quelqu'un peut me dire lesquelles vous voyez? Ouais. Oui. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Pour vous, c'est deux vélos? Ouais. Oui. La même? Oui, c'est vrai, ça c'est un effet photographique, effectivement. Oui. Oui. Merci. En fait, cette photo, elle est là pour vous présenter deux mondes. Le monde d'hier, qui est ici, qui est un vélo qu'on peut acheter dans un magasin comme Decathlon par exemple, qui est le monde où on était des consommateurs et on achetait des produits directement en magasin. Et le monde d'aujourd'hui, donc avec Vélib, qui est un système d'auto-partage, où du coup on n'est plus des consommateurs mais on est des utilisateurs. Et donc du coup on va venir acheter finalement un service de mobilité. Alors que là on achetait un vélo pour pouvoir après l'utiliser en mode mobilité qui nous appartenait à nous. Donc du coup cette photo-là montre en fait ces deux univers. Et donc nous, en tant que concepteurs de solutions numériques, on est de plus en plus à travailler dans le monde nouveau qui est de s'adresser aux utilisateurs. Et quand on conçoit ces services auprès de nos utilisateurs, eh ben, on a une complexité assez incroyable de points de contact. Et quand on utilise un service comme Vélib, aujourd'hui on a un parcours utilisateur, je reviendrai dessus tout à l'heure, qui est assez compliqué. C'est-à-dire que ben, on va potentiellement voir la réservation sur notre site internet, on va peut-être aller récupérer un pass à un guichet. On a sûrement une application mobile pour pouvoir géolocaliser l'ensemble des bornes en ville. On va utiliser le vélo aussi comme point de contact. On va utiliser les bornes pour pouvoir récupérer notre vélo en fin de soirée quand on est complètement bourré. Donc du coup, il faut qu'en termes d'interface, ça soit super simple pour pouvoir récupérer notre vélo. Si jamais on crève ou qu'on a un accident, bah, il faut qu'on puisse appeler une hotline. Donc du coup, avoir quelqu'un disponible pour pouvoir répondre à notre besoin. Donc avec un opérateur téléphonique derrière qui attend le moindre appel. Et on a la maintenance, c'est-à-dire recharger l'ensemble des bornes de nos vélos pour qu'on puisse avoir des vélos tout le temps disponibles en bonne qualité. Et donc quand nous, en tant que designer de service, on doit réfléchir à un nouveau service, on doit réfléchir à l'ensemble de ces points de contact de nos utilisateurs pour faire en sorte que l'expérience vécue soit la meilleure possible. Et donc c'est surtout ça que je vais essayer de vous faire
prendre conscience aujourd'hui, c'est que l'expérience utilisateur aujourd'hui, c'est pas juste une application mobile seule dans son coin, c'est pas juste une interface ou un objet connecté seul dans son coin, c'est une multitude d'objets, une multitude de points de contact qui va faire que l'expérience soit la meilleure possible pour les utilisateurs. Donc le design de service, c'est ce qui va arriver après l'UX design, c'est vraiment essayer de travailler sur la partie centrée sur l'utilisateur. C'est-à-dire on part, notre point d'accroche, elle est vraiment centrée sur les besoins de nos utilisateurs, les besoins de nos clients, savoir vraiment essayer de détecter la valeur que l'on va pouvoir apporter lorsqu'on va concevoir notre produit. Et c'est surtout ça ce métier de design de service. Et à l'intérieur de cet univers-là, effectivement, on va pouvoir travailler sur tout ce qui est UX design pour pouvoir réfléchir au parcours cohérent de l'utilisateur. Alors, on parle de design, donc du coup, quand on parle de design, on a une approche, un état d'esprit qui va être celui de la créativité et de la collaboration, le côté co-création. Et donc du coup, cet état d'esprit, il est très important de ne pas s'enfermer seul dans notre coin pour faire notre projet. L'objectif vraiment, c'est de pouvoir co-construire le projet avec l'ensemble des parties prenantes. Connaître les différents métiers qui vont graviter autour de nous, que par exemple nous, quand on design une application mobile, essayer de comprendre la technologie derrière, savoir finalement comment vous allez la concevoir. Et inversement, c'est comment vous allez pouvoir aussi comprendre la manière dont réfléchissent les designers. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir faire des projets cohérents et qui vont avoir du sens pour les utilisateurs. Et en parlant des utilisateurs, on essaye de plus en plus de les faire prendre partie dans cette phase de co-création, dans cette phase de conception. On les fait vraiment venir à la table du projet pour qu'ils soient aussi des experts, au même titre que nous, on est des experts métiers, mais eux, c'est des experts de l'usage. C'est eux qui vont utiliser, qui vont acheter votre produit ou votre service demain. Et donc, si vous ne l'amenez pas dans une phase de co-création, dans cette phase de projet, bah, finalement, vous l'oubliez dans la conception de votre produit et vous l'oubliez même pour après dans la diffusion de votre service. Et donc, il devient juste un consommateur finalement et il est de moins en moins l'utilisateur. Pourtant, on a vu que c'était l'avenir, c'était d'être plus en plus sur les usages et moins sur la partie consommateur. Alors cette photo qui est super connue, est-ce que vous pouvez me la décrire? Est-ce que vous avez... est-ce que vous l'avez déjà vue? Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette photo? Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ok. Ouais. Mhm. Complètement. On sait que du coup là on est sur une bouteille en verre, donc on va la retourner, on va s'en mettre partout, on va sûrement vider la bouteille directement dans nos pattes, alors que sur le deuxième produit, c'est un produit où on va pouvoir doser nos doses, et donc en termes d'usage, ça sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus pratique. Par contre, ce qui est intéressant dans ce produit-là, c'est qu'en termes d'interface graphique, on va dire, on est toujours sur la même identité en termes de marque. On a toujours le même logo, on a toujours le même rouge qui signifie qu'on est sur du ketchup. Et donc du coup, ça permet de montrer un petit peu la différence qu'il pourrait y avoir entre l'UX, donc la partie expérience utilisateur, et la partie UI, qui est plutôt la notion autour de l'interface, qui est plutôt le côté esthétique. Et donc du coup, là, on travaille vraiment sur le côté UX, donc vraiment on sait doser la bonne mesure pour pouvoir avoir la bonne sauce dans notre assiette, alors que là on s'est vraiment concentré que sur le côté marketing, où du coup on va vraiment travailler l'image de marque et pas forcément l'usage. Par contre ici on a vu que l'image de marque on l'a gardée, parce que l'expérience utilisateur c'est un tout, c'est aussi en termes de pratique et d'usage, mais aussi en termes d'image de marque. Et donc du coup, naturellement, c'est un produit qui a fait un grand succès aujourd'hui dans notre quotidien. Et du coup, ce qui était intéressant aussi par cet exemple, c'est qu'on n'est pas du tout sur du digital. Et pourtant, on parle quand même d'expérience client par rapport à un produit physique.
qui est simplement du ketchup. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est de voir un petit peu la chronologie d'un projet, aujourd'hui d'un projet numérique que l'on pourrait aborder par exemple dans une agence comme la nôtre. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs grandes étapes. Il y a une étape qui va être en amont, sur la phase d'audit, de compréhension des besoins. Je vais revenir un petit peu dessus sur comment la mettre en pratique. Donc vraiment partir de l'utilisateur, de rentrer dans une étape d'un petit peu de sprint. Donc vous connaissez avec les méthodologies agiles le sprint. Là, c'est une méthode qui s'appelle le design sprint, qui est une méthodologie qui a été mise en place par Google, qui permet de réaliser son prototype en 5 jours. Donc c'est une méthodologie assez dense qui permet en 5 jours de savoir si notre utilisateur a envie de continuer l'aventure avec nous et le produit l'intéresse, ou si notre utilisateur nous dit non, ton produit il ne va pas me servir à grand chose, arrête tout de suite. Et donc du coup on a économisé, on va dire, énormément de temps, parce que finalement le retour de l'utilisateur a été négatif dès le début. Donc du coup on peut arrêter le projet à ce moment-là. Et on ne va pas perdre du temps à lancer des phases de conception, à lancer notre produit sur le marché et à se rendre compte une fois que le produit est sur le marché que l'utilisateur finalement ne veut pas notre produit. Donc ça c'est une méthodologie qui est assez intéressante. Après on rentre dans une phase où on travaille la partie UX, UI. On fait intervenir la partie technique directement dans cette phase-là pour pouvoir vraiment, comme je disais, essayer de travailler en mode co-création. Chaque expert est important autour de la table pour concevoir notre projet. Et ensuite, du coup, on rentre dans une phase de développement, une phase que vous connaissez plus que moi. Et on revient auprès des utilisateurs avec cette phase de test où on va mettre dans les mains de nos utilisateurs le produit pour pouvoir avoir ces feedbacks et pour pouvoir faire de l'amélioration continue. Donc c'est pour pouvoir un petit peu vous resituer tout ce que je vais vous raconter par la suite, qui va vraiment se passer au tout début du projet. Donc quand on travaille sur de l'UX design, on travaille vraiment, si on n'a pas fait cette première étape d'audit, de compréhension des besoins, on pourra faire n'importe quel projet que l'on veut, on va soit être à côté, soit on aura un éclair de génie, mais l'éclair de génie, même si je ne l'avais pas, il a fait cette étape au début. Si on prend un produit numérique, quand on travaille sur une interface, souvent, ce que l'utilisateur va voir, c'est tout ce qui est tout en haut là, sur la partie design visuel. On va voir, ah, c'est une jolie application, l'interface elle est fluide, il y a des petits sons, il y a des petites animations, c'est plutôt agréable et c'est simple d'usage. Et souvent, on va s'arrêter juste à cette étape-là. Et dans la perception des utilisateurs, le produit il a été super bien pensé. Et en fait, ce qu'on se rend compte, même dans le milieu pro, c'est que comme on utilise des applications qui sont très bien pensées, on a la sensation qu'on va pouvoir faire pareil de manière très simple également, sans forcément avoir des étapes de conception qui sont maîtrisées. Alors que pourtant, si on descend un petit peu plus en profondeur dans la conception de notre interface, au démarrage, on part des besoins de nos utilisateurs. Nous qui travaillons aussi sur des outils métiers, on repart aussi des objectifs de ces métiers-là. Donc c'est de se dire comment, par exemple, un cabinet d'avocats qui était venu nous voir et nous demander, voilà, j'ai des millions de papiers tous les jours, j'arrive en mode chariot et je fais signer tous mes papiers toute la journée avec mes clients. J'aimerais pouvoir faire en sorte que ce moment de signature soit un moment un peu plus convivial autour d'une coupe de champagne et pas juste penser 3 heures à signer. Donc du coup, on part du besoin qui est je veux faire de la signature pour pouvoir passer un bon moment avec mes clients et pas que ça soit un moment chiant et pénible avec mes clients. Donc du coup, après, on réfléchit avec les avocats pour pouvoir aller sur des outils que vous connaissez, qui est la signature électronique. Mais on part vraiment du besoin, on essaie vraiment de comprendre ce besoin-là pour pouvoir après remonter. Une fois qu'on est parti de ce besoin-là, on commence à réfléchir sur les spécifications fonctionnelles et le contenu que l'on va mettre en avant, donc l'architecture finalement de notre service. Ensuite, on passe sur l'architecture de l'information, donc c'est toute la partie ergonomie, tout le cheminement qu'on va avoir dans notre interface, et on va commencer à rentrer dans du design d'interaction. Ensuite, l'avant-dernière étape, ça va être le design d'information. Quel est le contenu que je vais pouvoir mettre dans mon application? Quel ton aussi je vais donner? Est-ce que je vais vous voyer mon utilisateur? Est-ce que je vais le tutoyer? On n'est pas du tout sur les mêmes approches en termes de solutions. On travaille sur l'interface aussi.
Donc si je veux rajouter du design sonore, si je veux rajouter du design d'animation, ça va créer une émotion différente auprès de l'utilisateur. Et après, derrière, il y a la partie d'identité graphique qui est le design visuel. Donc ça, c'est vraiment important que vous ayez cette démarche dans la manière de concevoir un produit, qui n'est pas juste de se dire je vais faire une jolie application et puis après je me lance directement dans la phase de conception, mais il y a vraiment ces différentes étapes de mise en œuvre qui permet d'aboutir à un produit qui est quand même assez cohérent et à la fin qui est finalement utilisé et fluide pour les utilisateurs. Cette méthodologie de conception, elle ne date pas d'il y a 2 jours. C'est une méthodologie qui a plus de 50 ans, qui est une méthodologie qui est issue du design thinking. Donc pour la petite histoire, le design thinking, c'est Steve Jobs qui avait besoin de designer son ordinateur pour pouvoir le diffuser au plus grand nombre. C'était sa vision. Il est allé voir le cabinet de conseil IDEO, qui est une agence de design aux États-Unis. Et il est arrivé en disant, ben voilà, moi je vais faire de la technologie pour le plus grand nombre. Et cette agence-là l'a regardé avec des grands yeux en disant, ben, c'est une bonne question, ça serait intéressant de faire la technologie pour le plus grand nombre. Et ils sont allés voir Stanford et ils ont travaillé à 3 sur une méthodologie de conception qui permet de faire du design pour le plus grand nombre sur les produits digitaux. Et donc du coup le design thinking est apparu à ce moment-là, a été conceptualisé et il y a énormément de documentation que vous pouvez lire sur le sujet. C'est une méthode de conception qui prend, donc là c'est très simplifié, le chemin du double diamant. Donc du coup avec une étape où on part de la problématique de nos clients, on élargit le champ de réflexion, le champ des possibles, on récolte énormément de données, que ce soit des données en études de marché, que ce soit des observations auprès de nos utilisateurs, que ce soit des interviews. On va vraiment à la chasse aux données. En plus, aujourd'hui, avec le big data, l'intelligence artificielle, on peut automatiser ce champ de recherche et accélérer les phases de projet. Une fois qu'on a récolté nos données, c'est à ce moment-là où on peut commencer à réfléchir à des hypothèses de solutions pour pouvoir répondre à la problématique de notre utilisateur. Et là, on resserre le champ des possibles pour pouvoir avoir quelques hypothèses de solutions. Pas des millions, mais au moins quelques hypothèses de solutions que l'on va essayer de conceptualiser. Donc on parle de POC, de MVP, vraiment de petits produits qui permet de valider auprès de nos utilisateurs si le concept répond bien à leurs problématiques. Et après, on réélargit le champ des possibles, on creuse un petit peu plus notre concept, on crée vraiment notre prototype fonctionnel pour pouvoir après, une fois qu'on a ce prototype-là, le lancer sur le marché et voir si normalement les utilisateurs valident ou pas notre projet. En général, si on a fait la bonne démarche avec les utilisateurs, nos utilisateurs qu'on a emmenés dans cette étape-là, finalement, c'est nos premiers ambassadeurs et c'est eux finalement qui vont vendre le mieux nos produits. Et donc du coup, naturellement, le produit démarre avec ses utilisateurs. Et donc là, pareil, on va creuser surtout cette partie-là, parce que sans cette partie-là, finalement, tout le reste ne pourrait pas exister correctement. Et cette partie-là, on va commencer par les personas. Est-ce que ça vous parle? Qui a dit oui? Alors, c'est quoi un persona pour toi? Ouais. Ok. Ok. Très bien, c'est exactement ça. En très court, mais du coup, comment on va concevoir ces utilisateurs? Parce que c'est vrai qu'en général, quand on est dans des programmes d'entrepreneuriat, on dit à chaque fois il faut faire les personas, il faut faire les personas, et on se dit tiens, on va sortir notre feuille, on va s'imaginer un utilisateur, et finalement on est sur des clichés, on est sur des proto-personas, parce qu'on n'est pas vraiment allé sur le terrain pour aller rencontrer nos utilisateurs. Et donc nous, quand on réalise les personas, du coup on est vraiment sur... on veut éviter le côté cliché de l'utilisateur, on veut vraiment être une synthèse de l'ensemble de cette phase de recherche et un vrai document de travail pour l'ensemble de l'équipe projet. Donc c'est vraiment ça que vous réussissez à mettre en place, c'est que le persona est un outil de management visuel qui permet dans n'importe quelle phase de projet
dès qu'il y a un petit conflit, de se dire tiens je veux rajouter telle feature ou tiens je veux aller plutôt sur telle fonctionnalité un peu plus innovante, c'est pas un concours d'ego dans un équipe projet, c'est se dire surtout finalement qu'est-ce que veut mon utilisateur, qu'est-ce que veut mon persona, et donc c'est ce document-là qui va permettre de pouvoir tout de suite aller valider ou non si notre feature elle est importante ou pas. Donc si elle est importante pour nous mais pas pour le persona, on l'enlève. Si elle est importante pour les personas, on la met. Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Donc ça se traduit sous forme de posters, donc du coup avec énormément d'informations pour le rendre vraiment tangible. C'est pas juste un document qu'on va faire juste parce qu'il faut le faire, c'est vraiment un document de travail sur la suite du projet. Donc on essaie de lui donner de la matière, de lui donner une vraie photo, pas de l'illustration, parce que du coup on veut vraiment rentrer en empathie avec notre utilisateur. Ça fait partie de notre équipe de projet. Donc du coup il faut vraiment qu'on puisse le connaître comme si c'était un pote ou comme si c'était un membre associé de notre projet. Il faut lui savoir identifier sa personnalité, les buts dans sa vie. Il faut vraiment le connaître comme si c'était un vrai utilisateur. C'est pas juste un CV de se dire bah voilà, il est assez à l'aise sur Photoshop et il maîtrise le Java. Enfin, le but du jeu, c'est vraiment d'aller un peu plus en profondeur, de comprendre ses habitudes de vie, si il galère dans les bouchons comme tout le monde tous les matins, s'il est plutôt à l'aise avec le numérique, si c'est un geek, pas un geek. Donc voilà, c'est vraiment essayer de rentrer en profondeur dans notre utilisateur. Lui donner un âge aussi, c'est important pour pouvoir savoir vraiment à qui, comment lui parler avec sa culture. Donc voilà, ça c'est, je ne vais pas le répéter, donc c'est vraiment un point central pour le début du projet. Et ce qu'il faut éviter, c'est surtout de faire ça, ce côté un peu cliché de se dire, ben voilà, Michel qui est trader, il a envie de s'amuser d'aller vite, on va lui vendre une Porsche. Alors que Paul qui est plombier, ben, on va lui vendre une voiture plutôt fonctionnelle pour qu'il puisse ranger ses outils. Ça, c'est vraiment le persona que vous allez retrouver en marketing et du coup qui ne sera pas forcément lié au persona lié finalement en recherche utilisateur et en UX design. Parce que là, on va plutôt répondre à des objectifs commerciaux en se disant ben voilà, on a inventé une Porsche, c'est super, à qui on va pouvoir le vendre. Et donc du coup, on va pouvoir lui dire ah bah, notre cher ami le trader, lui, il a des sous, il va pouvoir l'acheter sa Porsche. Et donc du coup, on rentre sur des clichés comme ça qu'il faut éviter. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une phase de recherche en amont pour éviter ce genre de clichés. Et donc cette phase de recherche, donc il y a 3 grandes étapes pour la mener à bien, on va dire. Première étape, c'est donc la phase où on va aller sur le terrain. On va essayer de récolter énormément d'informations, que ce soit des informations sur les habitudes et les usages de nos utilisateurs. On va essayer de faire en sorte d'aller faire des phases d'interview, donc de rencontrer vraiment les gens en face à face, de leur parler. On a l'habitude, quand on commence un projet, de se dire oh, on va faire une phase de recherche, on fait le petit questionnaire Google Form, on l'envoie sur nos réseaux sociaux qu'on connaît plutôt bien, et on va avoir finalement des stats qui ressemblent plutôt à notre profil à nous, parce que finalement on va le diffuser à nos copains qui vont répondre à notre questionnaire. Ça, il faut éviter le plus possible. Il faut vraiment aller rencontrer nos utilisateurs, aller faire une démarche d'observation, nous on a travaillé pour un distributeur automatique de café, et en fait pendant cette étape-là, on s'est mis dans une gare et on a regardé les usages des gens devant une machine à café automatique. Donc il y en avait, ça marchait très très bien. D'autres, ils perdaient leurs pièces et ils marchaient tout autour de la machine pour récupérer leur monnaie. D'autres, ils n'avaient pas de monnaie, ils pestaient un peu devant la machine. D'autres, ils s'énervaient parce que ça ne marchait pas, du coup, ils tapaient dedans. Et donc, dans cette phase d'observation, on détecte énormément de signaux et on peut voir finalement des comportements qui commencent un petit peu à se ressembler pour pouvoir générer notre utilisateur. Et donc, en fonction des phases d'observation, quand on faisait une observation de cette même machine à café dans une gare, ou qu'on faisait la même observation dans une usine, on n'a pas du tout les mêmes utilisateurs et on n'a pas du tout les mêmes comportements. À l'usine, il faut aller vite. En général, les machines, elles se font taper plus souvent que la gare.
Et donc du coup, on a des profils d'utilisateurs qui sont très différents, avec des besoins et des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Et donc pourtant, on est sur le même produit. Là, ce qui est intéressant, c'est toujours d'avoir cette phase de recherche doit être matérialisée, parce qu'on est toujours sur une démarche de partage, de co-création. Et donc il faut pouvoir la formaliser sous forme de vidéo, sous forme de notes. Voilà. Après, on peut avoir plusieurs moyens de formaliser la recherche. Une fois qu'on a récolté toute la donnée, il faut l'analyser. Et pour l'analyser, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir segmenter les différentes typologies d'utilisateurs qu'on aura captés sur le terrain. Donc de pouvoir vraiment avoir des grands profils qui commencent à se dégager avec des habitudes qui se répètent régulièrement. L'objectif, c'est aussi de pouvoir avoir un document un peu plus digeste à la fin, donc le persona, que juste une base de données énorme. Donc, du coup, on commence un petit peu à trier, à avoir les redondances, et de ces redondances-là, derrière, de pouvoir après générer un profil type. Et après, derrière, le côté vraiment important, c'est une fois qu'on a fait cette analyse, c'est la modélisation. Donc c'est la phase finale de notre persona, c'est vraiment de pouvoir lui donner corps et que ça soit un vrai poster de communication pour l'ensemble du projet. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup on peut être créatif sur ce sujet-là, on n'est pas obligé d'avoir juste un PowerPoint avec la photo et trois éléments de texte. Ça peut aller très très loin sur la création d'un petit scénario, une petite vidéo d'interview. On peut vraiment imaginer plein de supports de communication qui seront utiles. Et le but du jeu, c'est ça, c'est que ça soit utile pour l'ensemble de l'équipe projet. Donc là, c'est des différents modèles qui peuvent exister. Vous tapez Persona ou sur Internet, aujourd'hui, il y a des millions de modèles qui existent. Il y a des templates aussi qui peuvent exister, qui peuvent vous aider pour pouvoir remplir les différents champs. Il y a des outils gratuits sur le net qui vous permettent de prototyper vos personas très rapidement. Enfin, en tout cas, de travailler l'analyse très très vite sur le web. Et après, là, c'est intéressant, c'est que du coup, on a vraiment joué le jeu poster à fond sur le fait d'avoir un outil de communication qu'on pouvait afficher partout dans l'entreprise en disant, ben voilà, notre utilisateur, c'est lui. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus, ce qu'on va retrouver le plus souvent, et c'est souvent ce type de rendu que nous on réalise avec vraiment la photo. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus détaillé. Donc voilà, après, chacun va pouvoir être libre de synthétiser son persona de la meilleure manière que vous voulez. C'est le moment d'être créatif sur cette modélisation. Une petite entreprise que vous connaissez qui s'appelle Amazon. Pour eux, bon, j'ai mis quelques petits chiffres, ça fait peur comme ça, mais ça montre la réussite de cette entreprise. Dès le début, dès la conception d'Amazon, ils ont matérialisé l'utilisateur, pas sous forme de posters ou de fiches persona, mais sous forme avec une chaise. Très simplement, ils se sont dit la chaise rouge dans l'ensemble de nos centres de pilotage, là où on réalise nos produits, là où on conçoit nos produits, on va mettre la chaise de l'utilisateur. Et donc, dès qu'il y a une réunion, que ce soit des réunions stratégiques ou des réunions d'ordre de logistique, n'importe quel type de réunion, la chaise de l'utilisateur est présente, elle est vide, mais elle est présente pour montrer à quel point la culture de l'expérience utilisateur et du persona est importante dans cette entreprise. Et c'est un succès pour eux. Et pourtant, ça n'a pas pris énormément de moyens. C'était juste de le matérialiser en mode management visuel, de se dire cette chaise, c'est notre utilisateur. Et dès qu'on a un conflit dans une phase de réunion, on se repose la question, pour notre utilisateur, c'est quoi le mieux? Et donc aujourd'hui, c'est une culture, c'est pas juste une méthode, c'est vraiment un état d'esprit dans laquelle Amazon et en général les grands groupes américains fonctionnent. On va revenir sur notre parcours utilisateur que je vous ai présenté tout à l'heure. On parle de journée map ou de user map. Il y a plein de noms qui présentent cet outil-là. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a notre persona, notre utilisateur type, eh ben, il faut pouvoir lui donner vie. C'est bien beau d'avoir juste sa fiche, un petit peu son mode CV, et sa fiche de son poster, mais il faut pouvoir l'intégrer dans un parcours type, dans une journée type,
pour pouvoir lui donner un petit peu plus de vie. Et pour ce faire, il y a 3 grandes étapes, pareil que la phase des personas. Il y a une première étape, c'est d'écrire son histoire. Donc là, c'est intéressant, c'est de pouvoir utiliser les fameux post-it. Ils ont été inventés pour ça. Et donc de pouvoir générer une étape de notre utilisateur, un par un, et de pouvoir après les jeter sur le mur. Et de se dire, et après comment, deuxième étape, c'est de pouvoir l'organiser sous forme d'histoire. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, mon utilisateur, Pierre, c'est un grand sportif. Du coup, il se lève le matin, il est en bonne humeur, il est en forme. Et il va faire son petit footing. Et puis après, on va raconter sa journée, étape par étape. Il va aller au travail, il va prendre sa voiture pour aller au travail. Là, il est dans les bouchons, il en a marre, il râle. Il va arriver au boulot, il va bosser. Dans son boulot, il va se passer plein de choses. Il va avoir sa pause à midi, il veut aller manger en ville, sauf que lui il habite dans une zone commerçante, du coup il est obligé de reprendre sa voiture, et encore les bouchons, il râle aussi. Et on va raconter son histoire jusqu'à la fin de la journée où il doit rentrer, il est encore dans les bouchons, il râle. Et donc du coup, ouais, ils ont dit, bon bah comment on va faire pour pouvoir aider notre cher utilisateur. Et donc du coup, on va essayer de lui proposer des autres parcours de circulation pour lui éviter les bouchons. Et donc du coup, on a vu le succès de Waze, juste en analysant comme ça le chemin d'un utilisateur. Donc ils en ont fait beaucoup, hein, ils n'ont fait pas que un utilisateur, ils se sont rendus compte sur une masse énorme d'utilisateurs, il y avait toujours la même redondance, et que les utilisateurs étaient prêts à se dire, si je perds 10 minutes pour pouvoir faire un détour, mais au moins que je roule et que je suis pas dans les bouchons, ça me va. Et donc du coup, ils ont comme ça proposé d'autres chemins pour pouvoir aider les utilisateurs à rentrer chez eux sans cette contrainte finalement des bouchons. Ils ont été rachetés par Google et ça marche très bien pour eux. Ce qui est intéressant aussi dans cette phase d'organisation d'histoire, c'est de pouvoir ajouter les émotions. Aujourd'hui, on connaît très bien les emojis, c'est très facile de pouvoir identifier un moment d'émotion de notre utilisateur. Si je suis dans les bouchons, de pouvoir mettre celui-là. Si je suis en train tranquillement de faire mon sport et je kiffe, de pouvoir mettre ce petit emoji. C'est facile, ça prend pas énormément de temps, mais au moins ça permet d'identifier des points de contact forts où il y a des points de frustration et des points de blocage. De se dire ici il y a un point de blocage, comment moi je vais faire en tant que concepteur pour pouvoir aider l'utilisateur. Ici il n'y a pas de point de blocage, j'ai pas envie de faire une énième application pour le coaching de sport, il est content, il n'a pas besoin de moi. Par contre là sur le côté voiture, il est coincé, comment je vais faire pour pouvoir l'aider. Donc c'est vraiment important de pouvoir identifier l'état émotionnel de notre utilisateur lors de nos différentes phases d'interview, le phase d'observation. Tout ça, c'est la résultance finalement de toute notre phase de recherche que l'on a réalisée. Donc il y a notre utilisateur, mais il y a aussi son parcours type. Des exemples de parcours type, du coup, ça c'est des exemples clients qu'on a réalisés pour différents clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser vraiment dans n'importe quel domaine, que ça soit sur un domaine d'objets. Donc on a travaillé pour Unistellar qui est un télescope. Donc du coup, c'est comment, en tant qu'utilisateur, je vais vivre ma vie avec mon télescope, je vais pouvoir me le trimballer dans mon sac à dos, le monter une fois que je suis sur la colline pour regarder mes étoiles, déclencher l'application pour pouvoir utiliser mon télescope. Et donc du coup, vraiment, étape par étape, de comprendre vraiment l'état émotionnel. Donc du coup, on a 3 niveaux, on a je suis content, moyennement content et pas content. Et on crée cette courbe et on peut voir à un moment donné que ici, là, il y a des problématiques. Et donc du coup, comment on va faire pour pouvoir répondre à ces problématiques et faire en sorte que l'utilisateur vive une expérience vraiment positive dans l'ensemble du parcours. On peut le faire aussi, là c'était sur un parcours en magasin, pas forcément sur du e-commerce, mais juste sur la relation vendeur et client. Donc comment répondre à des problématiques. Et ici c'était intéressant, c'était de créer le lien entre un particulier qui rentre pareil chez Decathlon et le collaborateur chez Decathlon, comment du coup on crée ce lien et à quel moment il y a des points de ça se passe super bien quand ils rentrent en discussion, ou il y a des points de blocage quand le collaborateur doit rester à côté du client en caisse pour pouvoir faire le paiement et la remise. Donc du coup il y a des points de blocage et du coup nous on intervient à ce moment-là pour pouvoir essayer de répondre aux problématiques. Une autre boîte que vous connaissez bien, que vous utilisez sûrement tous, Netflix, eux, ils sont
fait le pari depuis le début, quand ils étaient même une petite entreprise qui louait des VHS. Ils se sont fait le pari de toujours faire des enquêtes de terrain, toujours collecter des informations auprès des utilisateurs pour pouvoir avoir leur retour et comprendre leurs problématiques. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à anticiper la fin de la location de DVD, parce qu'ils se rendaient compte que tout le monde allait sur Internet, et donc du coup de pouvoir transformer leur petite boutique de loueurs de DVD en une grosse plateforme multimédia de sites et de séries et de films. Une belle réussite aussi pour eux. Ça, c'est une de leurs cultures. Pareil, c'est pas forcément une méthodologie, c'est vraiment une culture d'entreprise. Donc vraiment, eux, la connaissance client, c'est primordial. Sans cette connaissance client, ils peuvent pas forcément aller sur de nouveaux projets et être innovants. Et donc du coup, être toujours en avance par rapport à la concurrence qui commence à arriver de plus en plus fortement. On revient sur notre design thinking pour pouvoir aller sur une phase plutôt... là, on a fait cette phase-là plutôt de réflexion projet. Et là, c'est de se dire, bah, c'est super, j'ai mon personnage, j'ai ma cartographie des usages et ma cartographie des émotions. Comment je fais pour pouvoir faire en sorte de créer un vrai projet. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que du coup, j'entends trop souvent quand on fait l'accompagnement de start-up, ah, j'ai l'idée du siècle. Non, ça, l'idée du siècle, ça n'existe pas. On a juste identifié un problème par rapport à nos utilisateurs et on essaie d'avoir des hypothèses de solutions pour pouvoir y répondre. C'est surtout ça le plus important, et que la phase de l'idée, qu'on a à un moment donné tous, il y a une méthodologie qui a été mise en œuvre pour arriver à cette idée qui est aboutie et qu'on va pouvoir la transformer en véritable projet. Donc voilà, une idée est un résultat de processus d'idéation et non le point de départ en disant ah, je vais révolutionner telle ou telle chose. Ce qui est important, c'est surtout de fixer des objectifs simples pour les utilisateurs, pas de créer des usines à gaz. Ça, c'est vraiment l'objectif de pouvoir répondre à une problématique avec une seule fonctionnalité. C'est ce que tout le monde tend au final à aller. Et c'est ce qui fait le succès de plein d'entreprises, de pouvoir se dire, ben voilà, moi je veux juste faire de la location de séries, de films, et je veux pas faire une plateforme qui fait tout et qui perd les utilisateurs. Facebook c'est assez perdu là-dedans et pour pouvoir montrer que ça ne fonctionne pas. Donc on est un peu des architectes et donc du coup là-dessus quand on réfléchit à un projet, à un produit, à la place de dire j'ai une idée, c'est on va balancer toutes nos fonctionnalités, on va les jeter pareil avec nos petits post-it, ce qui permet après de travailler, une fois qu'on a toutes nos fonctionnalités pour pouvoir répondre à notre problématique, de travailler avec une solution qui s'appelle Marvel. Je ne sais pas si vous connaissez Marvel, comme une application mobile qui est gratuite, téléchargeable iOS et Android, ce qui permet en fait quand vous réalisez vos maquettes d'interface, de pouvoir dessiner sur du papier vos projets, pour pouvoir prendre en photo l'ensemble de vos interfaces avec cette application et de pouvoir simuler une sorte de parcours utilisateur. Et donc en fait, en une après-midi, vous avez dessiné votre possible solution pour les utilisateurs, vous avez pris en photo avec l'application Marvel, et vous êtes allé voir vos utilisateurs en disant est-ce que ça te plaît ou pas. Et si l'utilisateur dit ah, c'est une idée super, j'aimerais bien l'acheter, bah, vous pouvez continuer. Si les utilisateurs ils disent bah non, ça sert absolument à rien, voilà, à ce moment-là, vous savez que vous avez tapé à côté, il faut recommencer. Donc Marvel, c'est intéressant, c'est gratuit sur un premier prototype. Mais au moins ça permet sur du low-tech et pas de rentrer dans quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre. Une fois qu'on a la validation de nos utilisateurs, on rentre dans des projets un peu plus complexes. Donc là, on va travailler avec plein d'outils comme Sketch, XD, InVision, Figma. Il y en a énormément aujourd'hui pour pouvoir réaliser des interfaces. Donc là, on travaille vraiment l'ensemble de notre parcours utilisateur qu'on a vu tout à l'heure sous forme de post-it. On peut le matérialiser sous forme d'écran pour pouvoir vraiment mettre en œuvre les fameux wireframes. On travaille en noir et blanc, toujours sur cette étape-là, pas de réalisation graphique. On a vu au tout début que la partie design visuel, elle arrive à la fin. Donc là, on travaille vraiment les plans de la maison, les plans de l'application,
et on va faire écran par écran, fonctionnalité par fonctionnalité. On le prototype et on le teste auprès des utilisateurs. Le test, ça je le répète tout le temps, c'est sans faire de test utilisateur, on se plante. On le voit, cette photo, elle est ultra connue, elle passe à travers tous les réseaux sociaux. Ils ont fait une très jolie route, et finalement, les utilisateurs, ils passent tous à côté parce que c'est beaucoup plus court, beaucoup plus simple. Petite histoire assez drôle, Uber, ces tests utilisateurs, ils ont fait que en mode drinking, c'est-à-dire du coup que dans une salle fermée, ils faisaient boire à l'ensemble des utilisateurs avec un taux d'alcoolémie assez important. Et s'ils arrivaient à prendre leur Uber et rentrer chez eux en sécurité, c'est qu'ils avaient atteint leurs objectifs. Et c'était que des tests comme ça, des tests comme ça. Et aujourd'hui, c'est l'application la plus simple qui existe sur le marché parce que n'importe qui complètement ivre peut rentrer chez lui en toute sécurité. Donc le test. Dernier élément, c'est qu'une fois qu'on a fait ces tests, il faut les modifier. On ne pas juste on a fait nos tests et c'est cool, ou on a fait nos tests et c'est pas grave si les utilisateurs ils veulent modifier plein de choses. Non, il faut vraiment réaliser les modifications, refaire les tests, refaire les modifications. Ça coûte moins cher dans un projet de modifier des écrans sur des maquettes InVision, sur des maquettes Figma, que de faire des modifications une fois qu'on est lancé dans le code. Le but du jeu, c'est d'avoir vraiment notre plan avant de se lancer sur la conception de notre appli ou de notre interface. Petit exemple projet, ça c'était quand on travaillait sur une application qui s'appelle SellEasy, qui est disponible par iOS et Android. La location de voiliers, ça c'était nos écrans quand on était en mode wireframe. C'est pour la petite transition avec la partie UI design qu'on verra pas aujourd'hui. Mais du coup, ça c'est la finalité que les utilisateurs voient, mais ils ne voient pas vraiment toute la démarche qu'on vient de voir. Ils voient juste ça et ils disent c'est une jolie appli et ils ne pensent pas vraiment toute la complexité qu'il y a eu derrière dans cette phase de conception. Je vous remercie. S'il y a des questions, je suis à votre écoute. N'hésitez surtout pas. Ouais. Alors du coup, en termes de parcours, moi j'ai fait un diplôme supérieur d'art appliqué en événementiel, donc sur la partie conception de stands et de muséographie. Et après, j'ai terminé en master en innovation et en design et en société. C'est un master qui travaille que sur les sujets de design de service. Et c'est sur Nîmes. D'autres questions? Des problématiques sur un de vos projets aussi, vous pouvez, n'hésitez pas. C'était clair? Comment vous avez trouvé? C'est des sujets que vous avez déjà entendus? Ouais, complètement. Ouais. Si on veut travailler l'expérience dans sa globalité, ce qu'on préconise et ce qu'on aime bien travailler, c'est sur la partie native. Donc vraiment de pouvoir utiliser un utilisateur qui a iOS. Aujourd'hui, c'est un utilisateur qui n'a jamais goûté Android en fait. Ou c'était un mec qui a goûté Android et qui a voulu partir et qui s'est laissé convaincre par iOS. Et du coup, quand on lui fait une interface qui ressemble trop à Android, souvent c'est des freins d'usage. À l'inverse des utilisateurs Android qui ont l'habitude de matériel et qui ont l'habitude d'avoir des applications designées pour Android, dès qu'on leur fait quelque chose un petit peu qui sort de leur quotidien, c'est compliqué en termes d'usage. Après, on voit de plus en plus des applications hybrides bien conçues qui soit ne sont pas dans l'univers iOS et ne sont pas dans l'univers Android, mais qu'ils ont leur propre univers. Donc du coup, par contre, là, ça veut dire, en termes de réflexion, on a travaillé l'identité de la marque très très forte au début pour que derrière, elle puisse vivre sans forcément les codes iOS et les codes Android. Sachant aussi qu'en termes de référencement, des applications iOS, Apple va les mettre plus en avant
parce que du coup ils respectent leur code finalement, et Android fait pareil. Donc ils vont pas mettre des applications iOS sur les top stores en Android si elle est trop chartée. Donc c'est voilà, c'est des petites choses qui sont intéressantes à savoir également, mais il n'y a pas de vraies règles là-dessus. On voit beaucoup le débat entre tab bar et burger menu. Est-ce que c'est mieux la tab bar? Est-ce que c'est mieux le burger menu? En vrai, là-dessus, ils sont assez ouverts sur mettez une tab bar aussi. Apple, ils sont assez stricts sur non, non, là, c'est beaucoup plus simple d'avoir une tab bar. Ça permet en termes de conception de réfléchir à je vais mettre que 4 fonctionnalités et mon application elle est simple. En fait, c'est comme ça qu'a été pensée la tab bar, c'est de se dire comment faire en sorte que les applications soient simples et pas avoir un menu de l'enfer. Bon, après, ils ont trouvé des solutions. C'est dans la tab bar, on met le bouton menu. Bon, merci Apple. Merci Facebook. D'autres questions? Bah, en tout cas, merci d'avoir écouté.